Merci beaucoup, public de ce midi. Bienvenue. Vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne et vous suivez votre talk show préféré de la mi-journée, c'est midi. Eh bien, cette émission relève parfois des sujets épineux. Exemple, mon mari prend plaisir à se toucher en public. On y reviendra, c'est un sujet un peu gênant. Mais bon, nous ici, on est prêts et on est contents parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, on est content d'être avec vous à la maison, on est content d'être avec vous au boulot, on est content d'être avec vous peut-être au restaurant. Il est 12 h et bon nombre d'entre vous se retrouvent déjà devant leur plat. Mais il y a ceux qui ont choisi d'être devant leur plat préféré. C'est midi, n'est-ce pas? Et dans le public, je revois avec grand plaisir des visages connus de nous, des personnes qui ont l'habitude de nous suivre. En tout cas, merci de votre présence. Et quand je dis partout dans le monde, on aime tous. Eh oui, on aime bien, c'est midi, on aime l'ambiance qui règne. Et voilà, avec moi sur le plateau, vous remarquez bien ma Méliane sur la gauche. Et je ne vois pas bien qui est à ma droite. Je vois des cheveux très colorés, je vois une touffe. Est-ce que quelqu'un peut me dire celui qui est là? C'est un homme ou c'est une femme? Je ne sais pas. Vous pouvez me dire qui c'est? C'est qui? Ah bon? Ah d'accord. Les gars, vous avez gâché la surprise, quoi. Vous avez gâché la surprise. Elle dit, il y a des visages bien connus, mais il fallait bien qu'il y ait des dos bien connus aussi, quand même. Bien sûr. Voilà. Super. En tout cas, moi, je vais bien. Et voilà, il y a aussi des affairés bien connus. C'est mardi. Et mardi, elle a l'habitude de braiser. Alissa Zena est avec nous. Alissa. Attention là. Alissa. Alissa? Non, sérieux, elle est sérieuse là. C'est pour citer les enfants des gens là. Vous êtes premiers pour reconnaître là ces problèmes. Dépose mon sac là. Tu vas aller t'asseoir derrière là-bas. Va t'asseoir. Faut C'est m'aider. lui votre enceinteur? Faut m'aider. Non, attendez s'il vous plaît. Faut prendre. Monsieur, merci beaucoup. Merci. Donne-moi ça ici. Merci beaucoup. Attendez, le public n'a pas très bien, les téléspectateurs. C'est ton problème. C'est vous qui cherchez papa des gens bien. C'est que Voilà. c'est que j'essaie devant vous. Alors, Alissa Zena a beaucoup changé, n'est-ce pas? Il y a plus du poids. Est-ce que vous pouvez Il a nous dire grossi. un peu ce que vous avez? C'est qu'elle su, on dirait qu'ils sont enceinte. On dirait... Pardon? On dirait je suis enceinte. Vous n'êtes pas très sûre d'être enceinte? C'est Qu'est-ce palpable, que c'est, ça. là? C'est Mais palpable. moi, je vous informe que vous êtes enceinte avec ce que je vois. Mais qui est le père de cette grossesse? Mais c'est là toute la question. Parce que, qu'elle su, pour le moment, je ne sais pas. À l'accouchement, peut-être. On va voir à qui l'enfant ressemble. Sinon, pour le moment, je ne sais pas. On dit généralement quand... Attendez, change de place. Laissez-moi aller à reculons. On dit généralement quand vous asseyez à côté de quelqu'un, chaque fois l'enfant peut ressembler à cette personne. Je peux changer Eh de place? oui, Parce que là, Alissa j'ai pas envie de Zena me- est avec nous. Et bien évidemment, tout de suite, nous allons savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous. Méliane Cuny, à faire, à ne pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de médicaments. De médicaments, Oui, oui. Babadji, d'accord? Non, pas de ou un Gwagwadi. Zamou. Comment prendre les médicaments? Est-ce qu'il faut les prendre? Ah, fla. J'imagine les personnes qui nous suivent à l'international. Hein. Elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Donc, est-ce que parce que j'ai mal à la tête, je dois tout de suite prendre des paracétamol? Si Philo prend 2, est-ce que moi j'ai le droit de prendre 2 aussi? On saura ça tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Méliane, Alissa Zena. Aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va briser? Mon nom s'est cassé. Affaire de grossesse, c'est trop compliqué. Je pense que le décor est déjà planté. Donc, vous savez un peu à quoi vous attendre. Donc, à tout à l'heure, j'ai déjà faim. Donc, je vais vous attendre pour qu'on mange bien parce qu'aujourd'hui, là, c'est la journée internationale du braisage. Donc, à tout à l'heure. Et voilà.
Une journée fut décrétée. Ouais. Alors, docteur Philo, Ouais, je suis là, avec sa paire de lunettes orange, blanc et vert. Bien une paire de lunettes bien patriotique pour dire que, comme vous l'avez dit à l'intro, c'est un sujet gênant. Mais moi, je dis, il n'y a plus de sujet gênant. Voilà, quand je porte cette paire de lunettes-là, à l'effigie même des couleurs nationales, orange, blanc et vert, c'est pour dire qu'on peut aborder tous les sujets, mais dans l'intérêt supérieur de la nation qu'est la Côte d'Ivoire. Oh. Et donc, nous abordons ce sujet voilà. C'est la Côte d'Ivoire. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, très sensible, d'une pathologie. Vous en saurez davantage certainement qu'on aura plus d'informations, non seulement avec l'invité témoin, mais avec un autre spécialiste qui pourra nous expliquer clairement cette pathologie-là. Nous n'allons pas nous permettre de la juger, mais plutôt d'en saisir le contour et de savoir de quoi il s'agit exactement. Mon mari prend plaisir à se toucher en public. C'est le thème retenu pour ce jour. Et tout de suite, on retrouve Dr Philo pour son décryptage. C'est parti. Merci. Wow. Super. Ben, il faut qu'on en parle. C'est vrai, ça gêne, mais il faut qu'on en parle parce qu'il y a certaines personnes qui se trouvent dans cette situation et qui ont envie de savoir un peu les remèdes, comment sortir de ce fléau-là. On voit partout aux abords des routes, les feux tricolores dans les véhicules de transport en commun, des gens qui se touchent partout, qui se touchent. C'est gênant. En même temps, c'est gênant pour lui et c'est gênant pour nous qui pensons parfois. Moi, je dis que c'est ça, nous sommes dans un pays démocratique et donc il y a ce qu'on appelle la démocratie corporelle. Et donc la personne là, il est libre cette personne elle est libre de toucher son corps, mais en même temps que ça nous gêne, la démocratie a ses limites. Moi je dis tout de suite, moi j'ai mon cabinet en tant que docteur, on reçoit des malades comme ça, on reçoit des gens qui viennent, mais nous soignons les gens, Oui. Et déjà même nous disons que depuis le bas âge déjà, ça se remarque, ceux qui se touchent, depuis quand le bébé vient au monde, déjà un bébé qui vient, qui pleure, vivement, avec vivacité, ça veut dire qu'il en veut à la vie, il veut réussir. Même un bébé qui vient, il pleure. Non, mais c'est sérieux. Un bébé qui vient, qui pleure dans les mains de la sage-femme et qui fait déjà des clins d'œil à la sage-femme. Allez-y comprendre que lui là, il faut avoir autre chose. Mais même temps dit que c'est ce que on appelle les TIC dans notre jargon, les techniques de l'information et de la communication. Le monsieur il communique avec son corps, parce que toutes ces parties, il communique avec lui. Donc il les touche, c'est de la communication. Voilà, c'est de la communication. Il dit en même temps que, imaginez, ça gêne, notre invité va venir en parler, ça gêne. Parce que imaginez sur l'instant, vous allez... on est quand même obligé d'en parler en fait. Voilà. Parce que c'est un problème qui concerne plus d'un. Donc on est obligé d'en parler pour comprendre le phénomène et bien sûr trouver peut-être des solutions. Oui, imaginez, je disais tout à l'heure, imaginez sur l'instant que quelqu'un, vous allez pour doter une femme, vous êtes là dans la belle famille, on vous donne, on dit, ah, vous êtes venu avec tous les membres de la famille, on dit, mais qui est le concerné, mais qui est, et puis c'est là, il fait ça, beau-père c'est moi. Non, bon Philo. Non, beau-père c'est moi, vous voyez, ça gêne. Voilà. En même temps, la belle famille est inquiète pour sa fille. Ah, mais si lui, c'est là, il montre que c'est lui. C'est pas lui son visage, mais lui, il montre que c'est là qu'elle est là. C'est qu'il est là. Oui. Mais nous appelons cela dans notre jargon que c'est... Sans me toucher. Hein. Il fait bien qu'on en parle, Alissa. Oui, voilà. Et nous en parlons. Qu'on en parle, mais pas qu'on mime la chose. Hein. Voilà. Et il y a aussi d'autres raisons. Il y a certaines personnes qui ne sont jamais satisfaites. Et quelque chose, tout ce que sa femme va lui faire, il n'est jamais satisfait. Et quand c'est comme ça, il va dehors, c'est en faisant dans le public que lui trouve satisfaction. Là, oui, c'est quoi qu'on appelle un accro-sexo-moteur. Ça existe. Et nous avons voilà. Et n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités ici. C'est ceux-là que les Bambara, les Malékins appellent. Merci. Et vous dire, pour clore vos propos, docteur voilà, Philo. pour clore, pour dire que nos grands-mères, depuis les temps anciens, il faut revenir sur nos terres natales. Dit que nos grands-mères, souvent quand vous voulez, par exemple, vous marier à une fille, quand elle vient, on remarque toujours la démarche. C'est des comportements, voilà, c'est comme des sorts qu'on vous a jetés. Souvent, il y a des femmes qui ne peuvent pas faire 5 mètres sans enlever le pain et le rattacher. Philo, c'est comme ça, on te remercie. On sait que tu as beaucoup de choses à dire parce que c'est ton domaine. Mais on est obligé de t'arrêter.
n'est pas mon domaine. C'est ton domaine. Avec tous les mots que tu as sortis, Tous les détails, démocratie corporelle, acro-sexo, enfin je ne sais plus quoi. Moteur. Moteur. Même le son. Merci beaucoup. Pour la question du micro-trottoir, on a demandé, oseriez-vous toucher vos parties intimes en public? C'est parti. C'est quelque chose de naturel. Si tu as, excusez-moi l'expression, des parties intimes qui te démangent dans un milieu public, c'est naturel, voilà. Mais il faut y mettre la manière, voilà, pas choquer ceux qui sont autour de toi. Pour moi, toucher ses parties intimes dans un lieu public, je préfère simplement demander les toilettes et puis voilà, aller faire ce qu'il y a à faire. Sinon, franchement, se toucher devant les gens, c'est désagréable. Moi, je déteste ça, quoi. Je déteste ça. C'est gênant. D'abord pour ceux qui passent, et puis c'est gênant même pour soi-même. Ça dépendra vraiment de la façon dont la chose est venue. Hein. Je peux le faire parce que si un besoin pressant, je ne peux pas faire autrement. Donc je peux le faire. Franchement, si ça doit m'arriver, je vais me cacher parce que c'est gratter devant tout le monde, c'est désagréable. Je ne peux pas le faire en public. C'est une partie très importante, donc on ne peut pas, dans un lieu public, toucher cette partie intime. C'est pas normal. Mais bon, en cas de réflexe, ça peut arriver que, bon, on ait juste un réflexe sur le nez, sur une petite partie, mais rapidement. Mais de toucher comme ça, c'est carrément impossible pour moi en tout cas. Merci beaucoup. Et je rappelle à toutes fins utiles que la question du micro-trottoir, c'était « Oseriez-vous toucher vos parties intimes en public ?» Mais apparemment, quand j'écoute les différentes interventions, je me rends compte que les gens n'ont pas tout à fait compris. Les gens n'ont pas tout à fait compris. Eh bien, on a le problème, il est beaucoup plus profond. Mais je veux dire, pour des raisons de pudeur, c'est vrai que nous parlons de sexe, mais pour des raisons de pudeur, puisque nous sommes une chaîne nationale, on a quand même décidé d'employer le mot « toucher ». Et il y a certaines personnes qui ont compris par toucher, genre peut-être se gratter, vous avez une partie qui vous démange, vous vous mettez quelque part et vous vous démangez. Donc ne pensez pas que toutes ces personnes qui sont intervenues dans le micro-trottoir ont des problèmes. Bon voilà, c'était juste la précision et nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour qui ne viendra pas aujourd'hui à visage découvert pour sauver son couple. Madame X, c'est comme ça qu'on va l'appeler pour la circonstance. Je vous demande de la recevoir avec des ovations bien fournies. Et voilà. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. On va vous demander de parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre parce que le masque, il gêne un peu. D'accord. Merci en tout cas d'être là. Alors, nous, on souhaiterait savoir, parce que déjà, vous êtes en couple depuis 2006. On veut savoir comment est-ce que vous avez rencontré votre mari ou votre conjoint. C'était lors d'une cérémonie politique. Et il m'a approché, il m'a invité. J'ai refusé de partir pour la première fois. Et bon, un autre jour, je suis partie. Et ça, c'était en quelle année déjà? Bon, autour de 2003, je crois. D'accord. Et on s'est vu encore, bon, un an après. Bon, j'ai refusé toujours de partir. C'est en 2006 que j'ai accepté de honorer à son rendez-vous. Voilà, et c'est autour de cette année que tout a commencé. On a commencé à marcher ensemble. Voilà, et que je l'ai aimé. Mais pourquoi vous avez mis autant de temps? Est-ce que vous soupçonniez quelque chose ou il ne vous plaisait pas? Non, c'était pas ça. Bon, une personne vient vers toi pour la première fois quand même, tu vas pas te jeter dans ses bras. Facile, hein. Voilà, c'est une très bonne attitude. Hein. C'était un peu à cause de ça. Voilà. Et après, vous avez commencé donc à vous voir? Oui. Bon, on ne se voyait pas trop, mais bon, en 2006, quand je l'ai vu, c'était comme un coup de foudre. Je l'ai aimé, et bon, en même temps, on a commencé. L'amour est descendu dans votre cœur. C'est descendu l'amour comme un feu. était dans le pré. Comme un feu. Alors,
À quel moment vous vous êtes rendu compte que le monsieur avait un problème? Plusieurs années après. Au moins 4 à 5 ans après. Mais bien avant ça, il refusait toujours d'aller avec moi. Non, pas toujours. Il refusait. Attends, vous voulez dire que vous aviez des rapports intimes rares. Rares même. Quand on a un rapport aujourd'hui, on peut faire des mois. Et dans le temps, bon, je pensais que c'était le fait qu'il n'a pas d'emploi, qu'il était stressé. Voilà. Et moi aussi, comme je venais de finir, je pensais que c'était autour de ça. Mais j'ai commencé à soupçonner vraiment que ce n'était pas normal. Voilà, c'est ainsi qu'un jour, il y a une personne... Mais l'enfant intervient à quel moment? On va y arriver parce que vous avez des enfants, vous avez aujourd'hui 2 enfants. Oui. Le premier enfant, vous l'avez eu en quelle année? Bon, autour de 2008. Autour de 2008. Oui. Bon, au cours de la grossesse... Jusque-là, vous n'aviez... Je savais rien, je savais rien. Et comment est-ce qu'il s'est comporté avec vous pendant la grossesse? Pendant la grossesse, il était très distant. Et très souvent, mes copines disaient qu'il y a des hommes qui ne supportent pas les femmes lorsqu'elles sont en grossesse. Donc, je me contentais de cette explication et bon, j'acceptais ça comme ça, puisque je l'aimais, donc j'ai accepté comme ça. Et très souvent, même quand je m'en vais en consultation, les sages-femmes disent « Madame, est-ce que vous avez des rapports ?» Je dis non. Il dit « Mais il faut que... » Bon, je vais faire comment? Il refuse. Mais à quel moment vous vous rendez compte? C'est vrai que vous avez juste des soupçons, mais vous ne savez pas de quoi monsieur souffre, encore moins quelle est l'origine du problème. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas très souvent avec vous? Je veux dire, à quel moment les soupçons se sont accentués et comment est-ce que vous découvrez le problème? Pour dire que je peux connaître le moment, non. Je peux dire, comme j'ai pris beaucoup, je me dis, mais comment, quand je me regarde là, est-ce que je suis vilaine? On dort ensemble. Ah, c'est parce que les gens ne vous voient pas, hein, sinon moi je vous ai vu, vous êtes une très belle femme. Voilà, donc je m'interrogeais tellement, puis je me disais peut-être que c'est moi, je ne lui donne pas l'appétit. Voilà. Donc vraiment, je ne comprenais rien. Mais quand vous discutiez avec lui, qu'est-ce qu'il disait? Il n'aime pas parler. Il refuse de communiquer même. Il est introverti? Oui, c'est ce qu'elle vient d'exprimer. Oui. Donc, il ne vous a jamais donné d'explication concrète? Jamais. Il refuse même de me parler. Il refuse. Quand j'ai appris, quand je lui demande, il refuse de me parler. Justement, quand vous avez appris, nous, on veut savoir comment est-ce que vous avez appris la nouvelle. Est-ce que vous l'avez surpris en train de le faire? Non, je ne l'ai jamais vu. C'est une connaissance aussi au quartier qui m'a dit, qui m'a approché, qui dit, ah, vraiment, elle a remarqué que vraiment ça, il fait, elle ne savait pas comment faire pour me dire. Et elle a remarqué aussi que je n'étais pas informée, que quelqu'un me connaît, si j'étais informée, vraiment j'allais chercher à améliorer cette vie-là. Voilà. On va peut-être trouver les mots pour expliquer cela, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quand vous dites il fait, c'est quoi? C'est difficile, hein? Quand il marche comme ça, il peut voir un groupe de filles, 2, 3 filles déjà quelque part, il commence à se masturber. Dans la rue, hein? Oui. Souvent même dans les marchés, il peut arriver même à se déshabiller. Oui. Voilà. Et il peut faire ça plusieurs fois même en une journée. Oui. Et ça a été quoi votre réaction quand cette amie, cette voisine est venue vous porter l'information? Quand elle m'a dit, je lui ai dit merci. Je lui ai vraiment dit merci parce que ce n'est pas facile. Nous sommes en Afrique.
Et comme je suis croyante... Votre réaction m'étonne quand même. Je veux dire, pour quelque chose d'aussi lourd, d'aussi grave, on vient vous le dire et votre réaction, c'est merci. Vous n'avez pas fondu en larmes, vous n'étiez pas triste, vous n'étiez pas malheureuse de savoir que son mari se met... Mais c'est quelque chose d'humiliant. Aussitôt, je n'ai pas fondu en larmes. Je lui ai dit merci d'abord de me porter l'information. C'est quand je suis allée l'approcher et puis je lui ai demandé et puis il n'a pas nié là. C'est là même qu'on dirait... Il vous a donné confirmation. Et vraiment, c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Mais comme je suis croyante, je peux dire que c'est Dieu qui m'a donné cette force. Et à tout moment, j'essayais de prier. Je priais pour que vraiment il puisse changer. Les hommes de Dieu me disent que si Dieu a permis que c'est toi qui restes sur son chemin, c'est parce que tu peux l'aider à sortir de là. Donc à chaque fois que je vais dans les camps de prière et puis les hommes de Dieu me disent ça, j'ai dit il n'y a pas de problème, que j'accepte de porter ma croix. Mais la vie est dure, sans argent, sans moyens. Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Donc vraiment, c'est compliqué pour moi. Je ne sais plus comment faire. Pourtant, il continue. Je ne sais plus comment faire avec mes enfants. Moi-même, j'ai étudié, j'ai mes diplômes. Je n'ai pas de travail aussi. Hein? Je fais comment? Donc, c'est compliqué pour moi. Et lui, ça a été quoi, sa réaction? Comment est-ce qu'il a pris? Est-ce que votre couple a continué de fonctionner comme avant, comme auparavant, ou bien les choses se sont exacerbées? Ça ne peut pas être comme avant. Mais en Dieu, Dieu il est merveilleux. Il y a déjà les enfants. Si j'ai un comportement bizarre, quelle éducation il y a donné à mes enfants? Ça, c'est clair. Donc, j'ai fait l'effort d'être toujours maternelle et Dieu m'a toujours donné cette grâce-là. Donc, devant les enfants... Déjà, moi, je partage ce moment de douleur avec vous, tout comme le public ici. Et vous demandez, est-ce que vous avez mené vous-même vos propres enquêtes? Vous avez approché un peu ses parents, ses amis intimes? Est-ce qu'il n'a pas eu de problème avec quelqu'un auparavant? Parce que ça peut être le mauvais sort, une malédiction. Très souvent, oui, j'ai dû penser à ça, oui. Parce que, bon, ces petits problèmes, oui, mais je me dis, mais c'est pour un problème comme ça, comment on peut donner un truc vraiment comme ça à quelqu'un? Donc, bon, vraiment, c'est compliqué. Lui-même aussi, comme il est dit, quand il était enfant, il se sentait vraiment rejeté. C'est compliqué son histoire là, c'est complexe. Il n'accepte pas de coopérer. Donc, vraiment, c'est compliqué. Quand vous dites qu'il n'accepte pas de coopérer, est-ce que vous avez cherché des solutions, vous avez cherché à l'aider? Oui. Et que c'est un refus? Quand je vais dans les camps de prière, il refuse de venir avec moi. Il ne va pas à l'église. Quand je pars de l'église même là, s'il ne quitte pas là, il va me frapper. Peut-être qu'il a peur de le faire là-bas. Voilà. Peut-être que c'est la honte, puisque dans le quartier, tout le monde le connaît. Je ne sais pas si c'est la honte, je ne sais pas. Quand vous dites tout le monde le connaît, donc au quartier, tout le monde sait qu'il fait ça. Tout le monde sait, même à l'école, tout le monde sait. Quand je passe comme ça, souvent, il y a d'autres qui font exprès même pour causer, mais pour que je sache que c'est de moi on parle. D'autres même disent que c'est la même là. Elle fait quoi là, la même? Elle fait quoi? D'autres disent, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être même qu'elle-même là, elle est dedans aussi. Peut-être que c'est leur truc comme on a en Afrique là. C'est comme ça on me prend. Donc je suis toujours obligée de rester à la maison. Je suis toujours dans la maison, ici dans la maison, ici dans la maison seulement. Ne pleurez pas, madame. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Et puis sachez qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Je suis sûre que vous venez sur ce plateau pour qu'on puisse vous aider, pour trouver une solution. Et un jour, votre mari sera certainement guéri de cette maladie. Alors, Méliane, quand je voudrais savoir, est-ce que vous avez envisagé l'option médicale? Est-ce que vous êtes allé voir un médecin ou un psychologue pour essayer de savoir ce qui se passe? Moi, je suis allée voir un psychologue. Quand je prends le rendez-vous et puis je lui dis on n'a qu'à partir, il dit il ne va pas. Ou bien même il trouve un prétexte. Mais ce jour-là, même à 5 heures, il est sorti. S'il ne l'a pas vu, comment il a fait pour partir avec lui? Vous avez discuté de cela avec ses parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ses parents disent qu'eux-mêmes, ils sont en train de le soigner, hein, de l'aider, ils sont en train de le soigner, ils sont en train de le soigner. Mais ça date de quand?
Bon, une date que moi-même, je ne peux pas savoir. Hein, peut-être depuis l'enfance. Voilà, il m'a dit que vraiment, ça fait des années avant même que nous-mêmes, on se rencontre qu'il il faisait ce genre d'actes. Mais c'est quoi votre besoin réel aujourd'hui? Je sais que vous souffrez dans votre chair avec toutes ces humiliations, avec tout ce qui se passe autour de vous, avec la qualité de la relation de votre couple. Je sais que ce n'est pas facile avoir 2 enfants, être dans une situation aussi difficile. À cause de ces 2 enfants-là même, j'ai besoin qu'ils soient soignés parce que j'ai eu la chance d'avoir un père aimable que j'aime. Et il m'a toujours donné ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas eu besoin de dire, papa, j'ai besoin de ça pour qu'il me donne. Donc j'ai besoin que mes enfants puissent voir un père auprès d'eux. Parce que quand ils vont grandir, demain, là, forcément, ils vont découvrir, quand ils vont leur dire, là, que vraiment, je veux qu'ils guérissent, je veux vraiment que quelqu'un puisse m'aider à la sortie de cela. Pratiquement comme les enfants ne sont pas encore trop grands, je ne sais pas même si le grand même sait. Donc vraiment, je veux sa guérison. Je l'aime, je veux sa guérison. Vous aimez votre mari. Et moi, c'est ce qui m'impressionne. C'est ce qui me touche. Je veux sa guérison. C'est ce qui me touche, Alissa, parce que là, on se rend compte déjà qu'il y avait des problèmes avant même qu'elle ne découvre cela. C'est-à-dire la rareté des relations, des rapports intimes. Le fait que son mari soit très souvent parti, le fait qu'elle ait l'information de ce qui le fait en public. Et cette femme, malgré tout cela, elle est encore là. Il n'a peut-être pas une bonne situation financière, mais elle est encore là, elle aime son mari et elle veut vraiment l'aider. C'est ce genre d'exemple qu'on veut suivre. C'est ce qu'on veut regarder. L'amour est au-dessus des difficultés, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alissa, on va prendre ta question, votre question. Vous ne travaillez pas en ce moment? Je ne travaille pas. Votre mari non plus? Bon, on ne peut pas appeler ça travail. Travail où tantôt on te paye, il n'y a même pas ça. Donc il se débrouille. Il ne fait pas ça sur son lieu de travail? Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Je ne connais même pas là-bas même. Mais comment vous arrivez à subvenir à vos besoins en ce moment? De temps en temps. C'est que c'est Dieu qui est là, il est fort. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants. C'est qu'ils ont gagné à manger. D'accord. Merci beaucoup, Madame X. Voilà, on n'a pas voulu dévoiler son identité. Elle a décidé de garder l'anonymat. Alors, ce qu'on va faire, le problème, il est très sérieux. On vous garde ici en plateau. Dans quelques instants, nous allons recevoir un spécialiste qui va venir nous expliquer le problème. On part d'abord pour la pub et puis on se revoit pour la suite de ce thème. C'est parti. On veut encore plus de cadeaux. On veut des cadeaux. On veut des cadeaux. Votre souhait est exaucé. Toute la semaine, du 25 au 31 octobre, l'appel vers les numéros Move est cadeau de 15h à 16h. Avec Move, parlez, communiquez, profitez. Move, no limit. Les poulets folies chez Foigny, c'est maintenant! Du 4 novembre au 4 décembre 2016, les prix sont en fête chez Foigny. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour en profiter. Foigny, fermier depuis 1975. Le vrai goût du poulet. Occupe pour un max de rafraîchissement, adopte le réflexe OK Tip Top. Découvre l'exotisme du parfum tropical, la fraîcheur de l'orange, le bon goût de l'ananas et l'espoir emporté dans un tourbillon de saveurs à seulement 200 francs CFA. Quand c'est Tip Top, on est tous OK. OK Tip Top est disponible dans tous vos points de vente habituels. Vous suivez toujours, c'est midi et nous allons recevoir tout de suite notre invité surprise, M. Jean-Paul Kwame, qui était avec nous il y a quelques semaines. Il était sur ce plateau. Il est psychologue. Bonjour. Bonjour, Caro. Vous allez bien? Vous allez bien? Bien. Alors là, vous étiez avec nous, vous étiez dans les coulisses, vous avez donc suivi l'émission, vous avez suivi l'échange avec la dame. Déjà, on aimerait savoir, on aimerait avoir une explication par rapport à cet état de fait, par rapport à ce phénomène. D'accord. Eh bien, ça s'appelle l'apodisophilie.
L'apodisophilie, d'accord. L'apodisophilie. Et c'est une maladie, il faut le savoir. Un homme sur 10 000 est apodisophile de par le monde. Hein. Et ce genre de personnes... On va essayer de faire le calcul après, 7 milliards. Voilà. Et donc, lorsque vous avez un apodisophile... Quand vous dites un homme, c'est homme avec petit H ou grand H? C'est une pathologie qui concerne spécialement les hommes. Les hommes. Il faut le préciser. D'accord. Les femmes atteintes d'apodisophile, peut-être c'est une... sur, je sais pas, très 10 millions. C'est même pas joli à voir. Voilà. Donc, lorsque vous avez un apodisophile dans votre entourage, il faut avoir la bonne attitude, le bon réflexe. C'est déjà une consultation et des médicaments. Ça ne sert à rien. Mais avant même de passer à la phase de la consultation, nous, on veut savoir, est-ce qu'il y a des degrés, est-ce qu'il y a, je veux dire, différentes formes, pour que déjà, s'il y a peut-être des signes qui annoncent la chose, on puisse chercher des solutions. Oui, bien sûr. Il y a 3 degrés. 3 degrés. Il y a le premier degré qui est, vous allez remarquer au travail, entre amis, en famille, il y a des personnes qui ne peuvent pas causer, ne peuvent pas passer 1 heure de causerie sans parler de sexe. Et sur ces 1 heure, ils vont passer peut-être 45 minutes en train de parler de sexe. Moi, je connais un animateur français qui le fait tout le temps. Voilà, ça c'est le premier degré. Donc, le premier degré de l'exhibitionnisme. D'accord. Le deuxième degré, ce sont les femmes ou les filles que vous allez voir en ville qui sont tout le temps dans les collants déchirés, dans des ras de fesses en jean. Ça, c'est le deuxième degré de l'exhibitionnisme. Le troisième degré, c'est la pathologie dont on parle en ce moment, qui a besoin vraiment de consultation chez le psychiatre. D'accord. Alors, donc, ce que vous conseillez à cette dame, c'est de se faire, dans un premier temps, consulter. De se faire consulter. Ou d'amener son mari à se faire consulter. À se faire consulter par un psychiatre en collaboration avec un psychologue. Pourquoi justement, parce que j'allais vous demander, mais pourquoi absolument un psychiatre? Quand on parle de psychiatrie, ça a trait quand même, on fait référence un peu à la folie. Oui, parce que c'est considéré, la pathologie, c'est une pathologie qui est assimilée à la folie. Voilà. Donc, lorsque vous avez les grands crimes rituels, je le disais tout à l'heure, les grands crimes rituels sont le fruit de cette pathologie-là. Les crimes passionnels ou les crimes rituels? Pardon, les crimes passionnels. Voilà. À ce point-là? Les grands crimes passionnels, au même titre que la jalousie dans le couple, sont le fruit de cette pathologie-là. Donc, lorsque vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, il faut avoir le bon réflexe. C'est la consultation. Consultation, voilà. Voir un psychologue, consulter ensuite un Le psychologue va forcément travailler avec le psychiatre parce que ça a été prouvé, tous les sexologues et les psychologues qui ont travaillé seuls se sont avérés incompétents face à cette pathologie. Mais justement, est-ce qu'il y a quand même des raisons qui justifient cette pathologie? Ça peut être lié à quoi? Ça peut être lié à des frustrations accumulées depuis l'enfance. Ça peut être lié à des échecs. Vous rejoignez un peu ce qu'elle disait. Oui. Elle a dit qu'il était quelqu'un de très renfermé. C'est bien cela, madame? Vous pouvez nous redonner la confirmation? Oui. C'est quelqu'un de très renfermé, d'introverti? Oui, c'est ça. Et il a été comme ça durant toute son enfance. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement par rapport à son enfance? Je n'ai pas connu son enfance. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il était maltraité. Par ses propres parents? Bon, pas ses parents. Bon, on peut dire ses parents puisque c'est des frères. Est-ce qu'il se sentait aimé par ses parents, par sa famille? Bon, je ne sais pas si c'est ça aimé, hein, parce que... Non, je veux dire quand il était enfant. Bon, même s'il se sent aimé, on dirait qu'il n'a pas bénéficié de cet amour-là. L'amour maternel, pardon, on dirait qu'il n'a pas bénéficié de ça, à l'entendre parler. Alors, d'après lui, bon, il s'est senti rejeté, comme il le disait souvent. Là, vous avez lâché le mot, hein. Il s'est senti rejeté. Ça, il s'est senti rejeté et ça a créé un fossé. Et ça ne peut, le fruit de ce rejet-là, c'est ce que la dame vit aujourd'hui, cette pathologie. Donc, le rejet, les grandes frustrations,
les échecs, comme on dit quand on va en pointage, le grand manque de confiance en soi vont créer sur le sujet, voilà, merci Méliane, sur le sujet. Ça intervient généralement à partir de quel âge? Est-ce que c'est au bas âge, pendant l'adolescence ou à l'âge adulte? Ça peut intervenir à tout moment, vous pensez? Ça peut intervenir à tout moment, mais généralement, ça a été remarqué qu'à partir de l'âge de 11 à 14 ans, pendant la crise de l'adolescence, merci, pendant la crise de l'adolescence, on va commencer, pour le parent qui est vraiment attentionné à son petit garçon, va remarquer que le petit garçon est tout le temps seul, il a ses caleçons qui sont tout le temps mouillés ou secs. Vous voyez, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. D'accord, d'accord. Il est midi. Alors, moi, la dernière question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que le monsieur peut en guérir ou pas? Oui, bien sûr. On peut très facilement. Très facilement. Oui. Hein. C'est-à-dire s'il est bien suivi très bien par suivi. le psychologue, le psychiatre et le médecin. C'est ça. Parce qu'il sera mis sous médicaments, il va suivre un traitement médical. D'accord. Mais je veux dire qu'il y a un souci. La dame, son mari refuse d'aller avec elle vers... On va le forcer. Il y a une injection pour l'endormir, pour le soulever. S'il faut une injection, si on doit l'attacher, on va le faire, l'envoyer à Bégerville et le suivre. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. C'est la seule solution. Je vais dire que c'est vrai que vous êtes un professionnel, un maître sexuel. Si le monsieur est en train de nous suivre, on ne va pas forcément vous envoyer à Bégerville. Voilà. On va utiliser je vais dire que vous n'allez pas quand même exclure le volet mauvaise somme, malédiction dont j'ai parlé dans ma chronique. Parce que moi, je connais un monsieur qui à l'époque, qui allait chercher la femme d'un vieux sénifo de 90 ans là-bas, sa fraîchenie de 25 ans. Ben, il lui a lancé le sort. Toi, où tu vas là, tous ceux qui ont participé à ce que tu m'as fait là, tu vas les toucher chaque fois. Et donc, est-ce qu'on peut exclure ce volet-là? En tant que spécialiste, en tant qu'Africain, je peux conseiller d'aller prendre les Canaries. En tant que sexologue, il me sera difficile, sur la première chaîne, de dire que c'est un mauvais son. Merci beaucoup. Merci, M. Kwame, d'être venu nous éclairer. Alors, madame, vous repartez avec une très bonne nouvelle. Continuez d'être une femme aimable et sait-on jamais peut-être que vous réussirez un jour à le convaincre, à aller voir le psychologue, le psychiatre et ensuite le médecin. Mais le plus important, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la solution peut être trouvée si et seulement si votre mari est d'accord. Merci à vous deux d'être venus. Madame X, merci beaucoup pour votre témoignage. On vous retrouvera après l'émission pour encore parler avec vous. Et c'est bien sûr l'occasion pour nous d'interpeller les parents parce que beaucoup de problèmes sont à la base de l'enfance, sont à la base de la façon dont on éduque l'enfant, de la façon dont on peut l'entourer, on peut l'aimer. Et voilà, donc il faut donner beaucoup d'amour à nos enfants, à nos adolescents. Il faut discuter, parler avec eux, chercher à les comprendre. Ne pas toujours les blâmer, ne pas toujours les chicoter. On a bien remarqué les résultats aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence. Et nous, on ne veut plus ça. On ne veut pas d'une jeunesse violente, mais d'une jeunesse consciente et consciencieuse. Et voilà, nous allons poursuivre cette émission et entamer tout de suite la première chronique. On va retrouver donc la braiseuse Alissa Zena dans #Papato. La femme enceinte. Excusez-moi, c'est la fin. Ça prend partout. Je peux avoir fait. Ça arachide. C'est grillé, c'est préparé ou c'est frais? Je ne sais pas. C'est on m'a envoyé ça comme ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Votre voisin immédiat? Tu es enceinte. Ah d'accord. De quel est-ce? J'arrive. Mais je peux manger, je suis aussi acteur de ça aussi. Donc, il est acteur. On va commencer avec Dolisiana de Bordeaux. Notre baba. Je ne vous dis pas où. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Voilà la copine de Dolisiana ici. On les a aperçus ensemble plusieurs fois. Si moi, le second n'a qu'à s'abattre sur moi. Il n'a qu'à me chicoter. C'est sa copine. On vous donne son nom. Oumaïna Sibiru, Miss Maroc 2014. Eh Dieu. Dolly, hein? Je dis c'est sa go. Dolly. C'est sa copine. Mais, comme habillé ici, on dit on ne parle pas sans preuve. C'est qu'aujourd'hui, là, il dit un peu. La semaine prochaine, là,
Même s'il faut que je ne vais pas dormir en bas de leur immeuble, là, je vais aller dormir là-bas pour vous apporter une photo. Des deux comme ça. Apprêtez-vous. Dolly, toutes les gosses qui courent derrière Dolly là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On rigole, mais c'est fini. La semaine prochaine, on va revenir sur ce sujet-là. Mais sa nouvelle chanson, il dit ça chauffe pas. Quelque chose, on dit ça chauffe pas. Et puis toi, ça te fait pas peur. Hein, jolie femme? On dit ça chauffe pas. Toi, tu es là et puis tu n'as pas peur. C'est que sur la semaine prochaine, là, je vais aller chercher votre photo là pour vous envoyer ça. Voilà. On va partir maintenant avec... Elle a eu barbe. Elle a eu quoi? Barbe, c'est bon? Comme tu n'as pas de barbe, tu es jaloux. Habillez ça, c'est comme ça. Vous êtes quand quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas, c'est la jalousie. Après, ça devient la sorcellerie et puis on ne sait plus où ça s'en va. C'est qu'elle est sûre. Dolly, la semaine prochaine, toi, c'est ton kégenou qui est fait ici. La semaine prochaine, vous deux. Vous avez un règlement. Ok. C'est un règlement de compte ou quoi? Hein? C'est un règlement de compte. Ah, on dit habiller ici, maintenant pour avoir mari, c'est compliqué. Tout comme fait, je suis enceinte, je suis frustrée. Je n'ai pas de père pour mon enfant. Pourquoi il y a rien les gens? Je suis déjà énervée. Là, la même pour commencer, je suis énervée. Et puis, je serai contente pour les autres. Je ne suis pas contente. C'est que je vais revenir sur vous la semaine prochaine. On va partir avec Shadow Chris. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arrangeur et chanteur serait tenté par le cinéma? En fait, moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à cette information parce qu'on a très souvent vu des photos de Lisa et du gars. Non, ou bien, vous n'avez jamais vu la photo d'Alissa et Shadow Chris? Non, moi, je pensais qu'elle allait nous affairer sur les deux. Mais calmez-vous, vous avez trop ça. C'est comme ça que vous êtes habillés ici, là. Les gens ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà, on dit on cherche le père de mon enfant, pas te le chercher pour moi, pardonner. Hein? Attends, normalement, c'est moi qui devais parler de la partie là, au fait. Toi, il ne faut pas parler de donc. Non, il n'y a rien, c'est juste son ami. C'est vos camarades. Ouais. C'est qu'elle pour le moment, je cherche le père de mon enfant. Comme c'est mon camarade là. Donc, Shadow Chris dans un film bientôt. Eh bien, c'est ce que un proche du arrangeur et artiste nous a dit. Voilà. Donc, on attend de voir. On ne sait pas pour le moment, rien n'est confirmé. En attendant, on espère que Sago va arrêter de gérer. On ne sait pas quoi, hein. Mais 3 points de suspension. Comme il a beaucoup chanté, pourquoi tu gères? On espère que jusqu'à la sortie du film. Vous chantez bien, Alissa. Merci beaucoup. C'est un don. Donc, un incroyable talent. Elle maîtrise le texte. On dirait que... Bon, donc comme je vous disais, elle a lu le texte. il nous disait aussi sur sa page officielle que la sortie de sa mixtape était prévue pour le 11 novembre 2016. On attend de voir, Bon, dans la catégorie, depuis que j'ai refait mes seins, je ne peux plus m'habiller, j'appelle Claire Bailly. Merci de mettre sa photo là, Régie, merci. C'est quoi? Il y a quoi? Depuis que tu as fait tes seins, on n'a plus dormi. Tu vas prendre tous nos maris? Hein? Je suis sûre même que le père de mon enfant, là, tu l'as pris. Hein? Le père inconnu. Hein? C'est quoi? Moi-même, là, avant, là, j'avais 5. C'est à cause de grossesse, ça s'est descendu un peu dans vos ventres. Depuis que tu as refait tes seins, on ne dort plus. Elle se promène sans soutien, on ne peut plus respirer. On ne dort plus. Claire Bailly, il y a quoi? C'est nous, on a payé ton opération. C'est nous. Il faut arrêter de chercher nos maris. Déjà, même quand on dit qu'il n'y a plus de mari à bien. Il ne faut pas venir compléter pour toi, pardon. Maintenant, Claire Bailly aussi, oh. Depuis que tu as eu les trophées, on voit que tu as beaucoup de voitures façon devant ta porte là. Ou bien, nous aussi, on doit commencer à chanter. Et si on doit commencer à remuer les bobalas là, il faut commencer à nous dire, on va remuer. Parce que la dernière fois que je suis passée, elle a déménagé, hein, je vous signale. Déménagé, nouvelle voiture, sa nouvelle maison. Non, chanson, il y a l'argent. Et puis, je suis là, j'ai faim. Vous pouvez décaler là, c'est comme ça, l'argent dedans. Merci beaucoup. De rien, Caro. On te remercie. On vous remercie, Alice Arzena. Ça commence à venir. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invité surprise du jour. Il est agent sportif. Est-ce que parmi vous, il y a des sportifs? Il y a des sportifs parmi vous? Ah d'accord, c'est très intéressant. Il est licencié depuis 2014 et est toujours à cheval entre la France et la Côte d'Ivoire. Monsieur Asso Mackenzie Kadja. Eh oui! Eh oui! Bonjour et bienvenue! Et tout de suite, on est tenté de savoir ce qu'il faut quelle qualité il faut avoir pour être agent de joueur ou agent sportif. Déjà, je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. En temps normal, nous travaillons beaucoup dans l'ombre.
Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion d'expliquer un peu ma profession. Voilà, la lumière. Il y a beaucoup de lumière d'ailleurs. Pour être agent sportif, déjà, il faut être passionné de sport. Et puis, il faut avoir un minimum de connaissances dans le domaine juridique. Voilà. Donc, un bac +3 peut faire l'affaire. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres agents de joueurs ou des autres agents sportifs? C'est quoi votre méthode et c'est quoi les différentes stratégies que vous adoptez pour recruter? Au départ, j'ai une particularité, c'est que je ne vis pas en Côte d'Ivoire H24. Ce qui fait que je viens assez régulièrement en Côte d'Ivoire pour pouvoir détecter des jeunes talents. Donc j'organise des journées tests. Ça se fait à chaque fois que je viens. Donc ça se passe les jeudis. Et je choisis des terrains comme à Nono, Mputo. Et je rassemble des jeunes que j'essaie sur le terrain. Et en fait, à partir de là, ces jeunes-là, j'essaie de les suivre et de les insérer dans le championnat ivoirien. Et c'est quoi vos critères généralement? Mes les critères, profils que déjà, vous recherchez? Les profils, c'est 11 joueurs sur le terrain, donc tous les profils m'intéressent, mais je préfère travailler avec des joueurs qui sont jeunes, de telle sorte à ce qu'ils puissent prendre le temps de lier des liens forts avec leur agent. Voilà. Et vous organisez bientôt une journée test, hein? Voilà, tout à fait. Merci. Merci. Beaucoup. Et cette journée test, pendant cette journée test, vous allez encore recruter, n'est-ce pas? Tout à fait. Quelques grands noms qui sont issus de vos tests? Ben écoutez, je suis beaucoup discret là-dessus, mais je travaille avec je travaille par exemple, mais il y a Rudy Gobert que vous voyez là. L'agence est à côté, c'est Jérémy Medjana. Et Jérémy Medjana, c'est comme mon mentor. Et c'est comme Sport, c'est l'une des plus grosses agences dans le monde. Monsieur Voilà. Asso, Mackenzie, Kadja, on vous remercie d'être passé sur notre Merci. plateau. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Et oui, l'émission se poursuit. On vient de nous faire moins 2 minutes sur notre temps d'antenne pour quelques contraintes. Donc, Méliane, on va y aller pour votre chronique. Et vous avez raison. Du 25 octobre au 24 novembre, passez à la 4G de Move. Activez un forfait et recevez automatiquement le triple du volume internet acheté. Tapez étoile 303 étoile 3 dièse. Avec Move, téléchargez, naviguez, profitez. Move, no limit. Eh bien, Caroline, je disais à l'entame de cette émission que nous allions parler aujourd'hui de l'automédication. Généralement, déjà, il faut définir l'automédication comme l'action de prendre des médicaments sans l'autorisation d'un médecin ou d'un pharmacien. Ce sont les deux personnes habilitées à vous prescrire des médicaments. Donc, dès l'instant où vous prenez un médicament sans l'accord d'un pharmacien et d'un médecin, c'est de l'automédication. Pour certains, l'automédication, c'est quand on va prendre les médicaments dans la rue. Non, il n'y a pas que ça. Lorsque vous allez, par exemple, en pharmacie, que vous prenez un médicament, sans une ordonnance, vous faites de l'automédication. Par exemple, j'utilise des paracétamol. J'ai mal à la tête, je prends des paracétamol. Si tout de suite, quelqu'un vient, « Ah, mais j'ai mal à la tête. Ah, moi, j'ai essayé ça, là, ça marche. Hein. Va acheter pour toi. » C'est de l'automédication et c'est dangereux. Pareil pour les asthmatiques. Vous avez, par exemple, un aérosol. Chacun a son cas de maladie, chacun a sa spécificité. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un de prendre, qui a une crise, qui prend une bouffée. Elle dit, bon, moi, pour gérer mes crises, je prends une bouffée. Si une autre personne fait une crise, que vous lui donnez une bouffée, vous faites de l'automédication. Et cela, c'est dangereux. Parce que les médicaments respectent certains principes. Philo me disait, hors antenne, il me parlait de tradipraticien. Est-ce que là-bas aussi, on fait de l'automédication? On fera de l'automédication sur le tradipraticien lorsque ce sera une tierce personne qui donnera les médicaments en dehors du tradipraticien. Donc, oui. Si le tradipraticien te prescrit un médicament, ce n'est pas de l'automédication. Ça deviendra automédication si toi, Philo, vous. Si vous, Philo. Un peu de respect, hein? Oui, un peu de respect pour votre personne. Ah ouais. Si vous, Philo, vous prescrivez cette même posologie à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, vous faites de l'automédication et c'est à ne pas faire. Parce que les médicaments contiennent des produits chimiques et tout, qui vers la fin vont agir sur vos reins, sur votre organisme. Un médicament est prescrit en fonction de ce que vous vivez.
Donc, votre cas est différent de l'autre, votre organisme est différent, aussi bien que votre groupe sanguin, que vos empreintes sont différentes. C'est de la même manière que vos pathologies sont différentes. Mais parfois, ça marche, hein? Ça marche parfois. Hein? Et je veux dire, vous pouvez souffrir d'un mal aujourd'hui et demain peut-être avoir, qu'on appelle les mêmes séquelles, je veux dire, les mêmes douleurs. Les mêmes douleurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va soi-même à la pharmacie pour acheter le même médicament qui nous a guéris hier. Hier, justement, parce que ça dépend de la maladie. Et c'est sur ces mots qu'on vous dit merci, Méliane, pour toutes ces informations. Et c'est encore sur ces mots qu'on va dire merci à notre public de ce midi, ça va. Et partout dans le monde, on aime tous. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. On aura encore du plaisir à vous retrouver demain à partir de 12h pour un autre numéro. Merci d'avoir été avec nous. Très bon appétit encore. Si vous êtes toujours à table, si vous en sortez, bonne digestion. Et puis, on se retrouve demain à 12h. Restez sur la chaîne qui rassemble. Il n'y a pas meilleur et il n'y a pas mieux ailleurs. Au revoir.